Pourquoi je n'aime pas l'idée de la perfection? Parce qu'elle est aliénante et qu'elle peut empêcher une certaine forme de créativité et d'audace. Perfection, c'est chiant. Souvent, les gens disent « mais vous n'avez pas peur qu'on vous copie ?» En fait, quand les gens prennent une idée et qu'ils se l'approprient, ça veut dire qu'elle est bonne. Chaque fois que je ressens une forme de peur, j'essaye de m'en affranchir, de me dire, si ça n'existait pas, comment je ferais? Mon but a toujours été de faire mon métier comme moi j'ai envie de le faire. Avant de retrouver notre invité du jour, je voulais vous remercier d'être présent chaque semaine et d'être toujours plus nombreux à faire une pause avec nous. Que ce soit en audio sur les plateformes d'écoute ou en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos prochaines pauses et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter l'épisode. Merci beaucoup et passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Imaginez un univers où la créativité se déguste, où chaque bouchée raconte une histoire, où l'audace et la précision transforment une simple gourmandise en une expérience inoubliable. Derrière ce raffinement absolu, il y a un savoir-faire, une vision, une quête perpétuelle d'émotion et d'excellence. Et derrière tout cela, il y a mon invité d'aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir l'un des plus grands artistes et artisans du goût au monde, un perfectionniste qui a su révolutionner l'art de la pâtisserie en réinventer les codes tout en respectant ses racines. Le temps d'une pause, celui que le surnomme le Picasso de la pâtisserie, se raconte et nous révèle ses secrets de créateur, ses inspirations, ses conseils et sa vision du métier. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. C'est sympa l'intro. Ah oui, mais il y a quelques erreurs dans l'introduction. Bah vas-y. En fait, je déteste le mot perfectionniste parce que pour moi, je suis tout sauf un perfectionniste. Pourquoi je n'aime pas l'idée de la perfection? Parce qu'elle est aliénante et qu'elle peut empêcher une certaine forme de créativité et d'audace. Et donc, moi, j'aime beaucoup plus l'idée de l'attention aux détails que la perfection. Perfection, c'est chiant. Puis elle n'existe pas. Oui, c'est voilà, une illusion, donc, la perfection. Pourquoi essayer alors ça, c'est le premier truc que tu me reprends. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai... Non, après, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans l'introduction, c'est le mot audace, parce que c'est vraiment, pour moi, ça fait partie une des valeurs de mon métier, parce que c'est ce qui me pousse chaque jour, c'est ce qui m'accompagne au quotidien. C'est cette idée d'oser, de se dépasser, de faire des choses que d'autres ne font pas, que je n'ai jamais faites, que voilà. J'aime bien cette idée de l'audace et c'est quelque chose que j'essaye d'insuffler aussi aux gens qui travaillent avec moi en les poussant à être audacieux et à ne pas avoir peur. La peur... Alors je reprends une phrase de saint François de Sales, je crois, qui dit « La peur fait plus de mal que le mal ». Et c'est vrai que j'ai horreur de cette idée-là. J'ai horreur de cette idée de la peur. Et pourtant, tu la confrontes parfois, la peur? Ah ben bien sûr. D'accord. Oui, mais une peur, c'est fait pour être dépassé. C'est fait pour être... C'est quoi la dernière chose qui t'a fait peur? Il peut y avoir plein de choses dans la vie quotidienne, ouais. Mais c'est vrai que j'aime pas cette idée et chaque fois que je ressens une forme de peur, j'essaye de m'en affranchir, de me dire si ça n'existait pas, comment je ferais? Quelque chose que moi, quand j'ai travaillé pour ce moment avec toi, que j'ai adoré, c'est le Picasso de la pâtisserie. Alors, c'était un journaliste américain qui l'avait écrit. Au début, tu as, je crois, regardé ça avec un peu de distance, et puis quand même, c'est agréable. Quand on te dit ça, toi, quand quelqu'un l'écrit, quand ça reste, c'est de la fierté qui t'habite, c'est l'étonnement. Ce qui est intéressant, c'est comment ça se produit. Ouais. C'est-à-dire que c'est un journaliste américain qui s'appelle Jeffrey Steingarten, qui a pendant longtemps écrit la rubrique gastronomique de Vogue,
illustré par les photos d'Irving Penn ou d'autres grands photographes, mais principalement Irving Penn. Et c'est un monsieur que j'ai rencontré, je ne me rappelle plus par quel biais. Et puis, il m'a dit, je veux venir passer du temps avec vous. Alors, j'ai dit, oui, je me suis dit, bon, il va faire comme un journaliste français, il va venir passer une journée ou une demi-journée. Et puis, eh ben non, le gars, il a passé une semaine avec moi. Et il a... à la manière des vrais journalistes américains, c'est-à-dire qu'il m'a posé... Une vraie enquête, c'est ça que tu veux dire. C'est un ancien avocat en plus, donc... Tu ne pouvais pas t'en sortir. Le gars, il m'a posé les questions frontales, sur le côté, à droite, à gauche, de haut, en bas. En fait, il a chaque question et chaque réponse, il l'a challengé. C'était très intéressant. Il allait voir tes équipes aussi, d'ailleurs. Il a fait la même chose. C'était très intéressant, cet exercice, parce que j'ai appris, en fait. J'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que ça existait. Et donc, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec lui et j'ai apprécié. Après, on est devenus amis. C'est après que tu sois ami qui t'a dit ça toi ou avant? Non, c'était avant. C'est qu'au moment où il a fait l'article. C'est beau. Hein. Et c'était assez extraordinaire parce que tous les faits cités dans l'article ont été vérifiés, comme le font les journaux américains, ce qu'on appelle les fact-check. Et donc, c'était une vraie enquête. J'ai jamais vécu ça une autre fois. Donc, Et donc, la finalité. Mais quand on parle de ce mot-là, parfois, toi, et tu l'as écrit d'ailleurs dans ton livre, toutes les saveurs de la vie, que tu as publié quelques années de ça, tu écris à un moment ou à un autre que tu es étonné parfois de voir l'amour que les gens peuvent te porter, que tu es étonné parfois, pourtant tu t'y prêtes, quand les gens veulent faire un selfie avec toi, veulent signer une signature, tu le fais. Comment toi tu la gères, cette notoriété? Et toi tu combats en fait cette notoriété avec célébrité. Pour toi c'est vraiment deux sujets, deux termes qui sont différents. Oui, je vois que tu as bien travaillé. Et moi je travaille beaucoup, tu sais. Alors oui, pourquoi j'oppose les deux? Parce que je trouve que la notoriété est quelque chose de fond, quelque chose qui peut rester un certain temps, alors que la célébrité me semble être éphémère et peut être construite sur un effet du moment. Et donc, les gens, quand ils viennent me voir, c'est pas comme si j'étais un homme politique. Si j'étais un homme politique, les gens viennent vous voir. Quand vous êtes un homme politique, ils viennent vous voir, ils vous disent il y a un truc qui peut être amélioré. Vous n'avez pas fait ça, ou pourquoi je suis pas content, je suis pas d'accord avec vous. Alors que moi, les gens viennent me voir et me disent Monsieur Hermé, j'aime vos gâteaux, j'aime tel gâteau. Rarement, quelqu'un m'a dit j'ai pas aimé ceci. Si, une fois, je me rappelle très bien, en 2002, c'était lors d'un cocktail, il y a une dame qui dit Monsieur Hermé, j'ai goûté vos macarons, mais il y en a un, là, à l'huile d'olive, c'est vraiment n'importe quoi, Monsieur Hermé. Et tu t'en souviens? C'est il y a plus de 20 ans de ça. Je lui dis ah bon, pourquoi? Ah parce que l'huile d'olive, c'est pas pour les macarons. Ah ouais, peut-être, mais moi je pense que c'est bon. Et je lui ai expliqué pourquoi ce macaron avec l'huile d'olive, parce qu'à l'époque j'avais découvert une huile d'olive qui venait des Pouilles, qui était une huile d'olive avec des parfums de vanille. Donc j'ai poussé ce parfum de vanille en ajoutant une touche de vanille, et dans chaque macaron je mettais à l'époque, et je mets toujours 3 petits morceaux d'olive verte pour développer la note verte de l'huile d'olive. Donc pour moi le macaron il était abouti, il était très bon, et aujourd'hui c'est un macaron qu'on continue de vendre occasionnellement, mais pour lequel j'ai développé d'autres recettes à base d'huile d'olive, notamment dernièrement un macaron à l'huile d'olive et citron vert. Donc toi, ça arrive quand même de temps en temps que des gens puissent venir te dire que... C'est plus rare. C'est pour ça que je m'en souviens. C'est en 2002 quand même, souvenez-vous. Donc n'hésitez pas à aller voir Pierre si quelque chose ne vous convient pas. Ceci étant, tout le monde qui te voit dans la rue n'a pas eu la chance de pouvoir goûter tes produits. Encore une fois, c'est comme ça que tu as voulu te développer au départ, c'est être vraiment le très haut de gamme de la pâtisserie. Justement, donc tu as aussi une volonté de pouvoir... arriver à faire que de plus en plus de gens puissent arriver à toucher les bons produits que tu crées? Alors, moi, mon langage, c'est le goût. Et mon mode d'expression, c'est le goût. Et donc, c'est pas le visuel, c'est pas l'effet, c'est vraiment le goût, parce que c'est ça qui nous touche. Quand on mange un gâteau, on est touché par ce qui se passe, par
une émotion même éphémère que l'on peut ressentir, des sensations, des textures. Et c'est vraiment ce sur quoi mon travail est concentré. Et donc, quand quelqu'un ressent même un tout petit peu de l'intention que j'y ai mise, c'est toujours un joli compliment. Mais comment tu fais que ça puisse être partagé par le plus grand nombre? Des gens qui n'ont pas forcément les moyens de rentrer dans une de tes merveilleuses pâtisseries. Est-ce que ça, si tu penses que tu pourrais arriver à trouver des produits en fait, le macaron est déjà une formidable clé d'entrée parce que contrairement à un repas dans un restaurant étoilé ou dans un restaurant ou dans un bistrot, on peut rentrer dans une pâtisserie, acheter un macaron à 2,90 € et on peut se faire un petit plaisir. Il est à 2,90 € le tien? Oui. D'accord. Tu sais, ici, tu connais le modèle, on a des pauses amicales, c'est-à-dire des gens qui t'aiment beaucoup, qui vont te poser une question, et donc qui vont te poser une question spécifique parce qu'ils te connaissent bien. On va écouter la première question, c'est FX de Maison, l'acteur qu'on aime beaucoup. On écoute ta question. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'on se voit bientôt. On m'a demandé, Alexandre Mars m'a demandé de te poser cette question. Alors, j'ai réfléchi, et puis je t'en ai déjà posé quelques-unes des questions depuis le temps qu'on se connaît. Mais en fait, moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait, c'est d'avoir ton opinion sur la façon dont la pâtisserie raconte notre époque. En fait, il y a des gâteaux qui étaient à la mode sous Louis XIV. Il y a des gâteaux qui étaient à la mode au début du siècle. Moi, je me souviens de gâteaux très crémeux aux anniversaires de ma grand-mère. Je me souviens de gâteaux qui m'ont accompagné petit. Et aujourd'hui, quelles seraient les tendances? Comment la pâtisserie raconte vraiment notre époque? Écoute, débrouille-toi avec ça. Je t'embrasse. Salut. Mais merci FX. Donc tu connais depuis quelques années FX. Oui, on se connaît depuis de nombreuses années. Oui. Il t'aime bien. Donc on partage une passion qui est la passion du vin. Et puis bien sûr de la convivialité, mais surtout la passion du vin. Il a fait d'ailleurs son dernier spectacle était justement sur le vin. En tout cas, c'était une excuse de rentrer par là. Le spectacle assez génial. Divin. donc FX qui te dit une époque, la pâtisserie. Comment toi tu le vois comme ça c'est la connexion avec une époque, une évolution justement. Oui, la pâtisserie évolue avec les époques. C'est-à-dire que par le passé, je mets, on va dire par exemple un siècle en arrière, la pâtisserie était plus rudimentaire, mais il y avait déjà des gâteaux. Ces gâteaux étaient souvent très sucrés parce que le sucre était aussi à moyenne conservation. Avec l'évolution des moyens de conservation, du froid, etc., on s'est dit, les gâteaux sont un peu sucrés, il faut qu'on ait des sucres, parce qu'aujourd'hui, on sait les conserver dans un réfrigérateur, et puis on a envie de choses moins sucrées, moins grasses, plus légères. Et puis, avec l'apparition, je prends quelques raccourcis volontairement, avec l'apparition des réseaux sociaux, on a aussi une pâtisserie qui est visuelle. Donc beaucoup de pâtissiers s'expriment par le visuel. Et moins par le goût, c'est ça? J'oppose pas l'un et l'autre, mais moi je me suis vraiment toujours concentré sur le goût. Bien sûr, quand vous achetez un gâteau, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit appétissant. Mais je cherche pas à attirer le chaland par le visuel. Moi, je me suis intéressé, on parlait d'évolution. L'évolution qui arrive en ce moment, c'est aussi l'évolution de l'intelligence artificielle qui est là. Donc, on verra qu'est-ce que ça aura comme impact sur ton métier. Mais je me suis amusé à taper Pierre Hermé sur cette intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent, mais très rapidement, il arrive, selon eux, les macarons, et puis l'ISPA. Donc, en fait, c'est assez étonnant que toi, pour ChatGPT, une manière de définir tes créations, ça commence par l'ISPARAN. Et donc, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui te voient en tant que créateur, puisque c'est comme ça qu'on te définit, tu arrives à créer, tu peux nous expliquer, pas pour toutes tes créations, mais si on pouvait prendre cette création-là, parce que beaucoup de gens la connaissent ce produit ce exceptionnel qui est l'ISPARAN,
comment tu le crées? Explique-nous comment ça se passe. T'es dans un laboratoire, On a un peu de temps. Ah oui, c'est ça, on a beaucoup de temps. Comment t'écris? Donc j'ai compris que ça s'appelait pas Ispahan au départ, puisque ça s'appelait Paradis. Explique-nous, c'est l'histoire. Comment tu crées et comment ça s'est passé pour l'Ispahan? En fait, ça a commencé par la découverte du goût de la rose dans la cuisine bulgare. J'ai participé dans l'hôtel où je travaillais au Luxembourg, j'ai participé à une quinzaine bulgare et j'ai découvert le goût de la rose. Et je me suis dit, c'est vraiment intéressant, c'est agréable, j'aime ça. Petit à petit... Là, on est dans les années 80. Hein. 85, 84, 85. Et puis, petit à petit, je me dis, mais comment on donne le goût de rose? Donc, j'ai commencé à chercher comment on donne le goût de rose, l'eau de rose, l'essence naturelle de rose. Je pensais que les pétales de rose pouvaient donner un goût, mais quelques années après, j'ai décidé que non, finalement, ça n'apporte rien, l'infusion de pétales de rose. Et j'ai créé un premier gâteau qui s'appelait Paradis. À l'époque, j'étais chef pâtissier de Fauchon. Ce gâteau était composé de 2 biscuits imbibés à la rose, avec une bavaroise à la rose, et puis des framboises entières dans le gâteau. Et puis sur ce gâteau, il y avait une imitation de faux bois en pâte à cigarette. Et puis il y a un nappage légèrement rose. Et dessus, j'ai mis 3 pétales de rose parce que je trouvais que à l'époque, chez Fauchon, on proposait de la salade dans laquelle il y avait des pétales de rose. Je me dis, mais si on en met dans la salade, pourquoi je n'en mettrais pas sur les gâteaux? C'était inhabituel à l'époque. On n'utilisait pas, on mettait pas de fleurs dans la cuisine ou dans la pâtisserie, ou rarement. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais mettre des pétales de rose pour dire rose, pour que mon gâteau... c'est Paradis rose. Voilà. Et puis, ce gâteau, je l'ai fait pendant 10 ans chez Fauchon. Et c'est un gâteau qui... Succès ou pas? Qui n'était pas un franc succès, mais j'ai toujours considéré que c'était un gâteau important. Et on reviendra sur cette idée, cette notion de gâteau important un peu plus tard. Et, oui, chef. Comment je l'ai... Ce gâteau, quand je suis arrivé comme conseil de la durée dans les années 97, je me suis dit, mais il faut que je travaille sur un autre gâteau à base de macarons, parce que chez la durée, le macaron était déjà bien ancré. Et puis, entre-temps, j'avais découvert par la dégustation du Gewürztraminer, donc du vin alsacien Gewürztraminer, que le Gewürztraminer avait des parfums de litchi, et que rose et litchi étaient assez proches, que litchi avait des parfums de rose. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire un gâteau à base de macarons avec une crème au beurre, ce qui à l'époque était complètement hors du propos. Mais cette crème au beurre, par la technique, j'ai réussi à la rendre beaucoup plus légère, à la rendre beaucoup plus aérienne que ce que l'on faisait normalement pour la crème au beurre. Et donc à composer ce gâteau avec 2 macarons, une crème au beurre à la rose, mais très très légère, et des framboises fraîches et des morceaux de litchi. Et ce gâteau, je l'ai mis en vente. Il n'a pas eu non plus un franc succès. Et c'est seulement quand j'ai ouvert la première boutique à Paris que... Première boutique Pierre Hermé, donc en la propre. Première boutique Pierre Hermé que j'ai en 2001. On a beaucoup communiqué sur ce gâteau. Je l'ai mis en avant, j'en ai parlé. Et j'ai commencé à en imaginer des interprétations. Pâte de fruits Ispahan, cake Ispahan. Alors, le cake Ispahan, c'était une drôle d'histoire aussi. Mais, glace Ispahan, croissant Ispahan. Donc, ça représente Ispahan, même chose, le nom. Ispahan, c'est une ville d'Iran, d'ailleurs, qui peut te remercier. D'ailleurs, je crois que tu es devenu citoyen d'honneur de la ville d'Ispahan en Iran. Mais là encore, le nom, c'était un hasard complet. Comment tu as trouvé ce nom? J'avais acheté un livre sur les roses anciennes dans une brocante. Et je feuilletais ce livre parce que j'ai acheté le livre parce que comme je travaillais sur la rose, je me suis intéressé à la rose. Et il y avait une rose qui s'appelait Ispahan. Et donc voilà, c'est devenu Ispahan par hasard. Et aujourd'hui, c'est l'Ispahan, donc c'est ta création, mais c'est vendu dans
je peux le trouver. Donc tu n'as pas pu mettre un trait de marque derrière le nom Ispahan. Tout le monde peut aujourd'hui créer des gâteaux Ispahan, ou c'est quand même, tu peux les attaquer en justice? Comment ça se passe? Pas du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 domaines dans lesquels il n'est pas possible de déposer un brevet ou la création florale, la création en matière de coiffure, la création en matière de parfum et la création en matière de produits alimentaires. Alors, on peut déposer un nom, ce que l'on a fait, mais à l'époque, j'ai créé ce gâteau chez La Durée. C'est pour ça qu'on le trouve à la fois chez Pierre Hermé et chez La Durée. Mais tu peux le trouver ailleurs aujourd'hui? Après, il y a d'autres pâtissiers qui s'appellent ça l'Ispahan, qui appellent l'Ispahan ou qui l'appellent autrement. Je le vois plus souvent sous un autre nom. Mais quand tu creuses, il y a quelques... où est-ce que je l'ai trouvé une fois Je l'ai trouvé au Brésil, dans une petite pâtisserie, dans un village. J'ai trouvé une pâtisserie qui s'appelait, je crois, Marie-Antoinette. Et j'ai trouvé un gâteau qui était proche de l'Ispahan. Il était bon? J'ai pas goûté. Ça n'a pas goûté. Mais c'est une fierté. En fait, souvent les gens disent « mais vous n'avez pas peur quand vous copiez ?» En fait, quand les gens prennent une idée et qu'ils se l'approprient, ça veut dire qu'elle est bonne. Que tu as réussi. Et donc, si tu reviens sur le bon, donner du bon aux autres, c'est aussi ta vision de la création, ça qui m'intéresse aussi à mieux comprendre. Est-ce que tu arrives parfois où tu suis, où il y a d'autres endroits où tu arrives à attraper d'un peu de création, toi qui es un artiste? Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans la mode, dans la musique? Est-ce qu'il y a des gens, tu dis, tiens, ça me remplit d'idées? Ou pas trop? Oui, forcément, oui. Je me rappelle, il y a quelques années, je visite une exposition d'Yves Klein, et bien sûr, je le savais, mais je ne l'avais pas compris à quel point il avait mis au point sa couleur bleue, et qu'il l'avait fait avec quelqu'un qui vendait des couleurs à Montparnasse, j'ai oublié son nom maintenant, et Monsieur Adam, voilà. Et donc, je me suis dit, mais oui, en fait, il a créé sa couleur, moi je peux créer mon goût. Et c'est à ce moment-là donc en 2005, que j'ai eu l'idée de la tarte infiniment vanille, dans laquelle j'ai mélangé un certain nombre d'origines de vanille, parce que chaque vanille et chaque origine de vanille a un goût différent. Et là, j'ai choisi de composer mon goût vanille avec la vanille de Madagascar, vanille du Mexique et vanille de Tahiti. Juste après avoir vu que cet artiste donc avait développé ce bleu Klein qui est son bleu, qui a développé sa signature. Et aujourd'hui la tarte infiniment vanille est devenue une signature de Pierre Hermé. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai mis au point cette idée d'infiniment, qui est une des marques de fabrique de la maison, où t'as chocolat, t'as quoi d'autre? Infiniment citron, infiniment noisette, infiniment orange, infiniment fraise, framboise. Et donc quand c'est pour moi infiniment, c'est l'idée de pousser au maximum une saveur. Bien sûr, c'est mon interprétation. Un autre pâtissier aura sa propre interprétation. Et c'est un des aspects du travail de création que je fais. Parce qu'on a compris, moi, ce qui m'intéresse ici chez toi, c'est la création dans le goût, mais aussi dans le nom. On voit Ispahan, tu nous l'as expliqué, infiniment. Moi, il y a un qui m'amuse beaucoup, c'est le demi-feuille. Donc moi, j'ai grandi dans un monde où c'était toujours le millefeuille. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire 2000 feuilles? Et comment ça s'est passé ce jour-là? C'est pareil, c'est un concours de circonstances, parce que en 99, beaucoup de gens me disaient mais tu devrais faire un gâteau pour l'an 2000, ça va être quoi ton gâteau pour l'an 2000? Et j'ai toujours trouvé cette idée extrêmement bête. Et puis un soir, en rentrant chez moi, je dis mais j'ai un gâteau pour l'an 2000, un millefeuille. J'avais mis au point à l'époque également chez La Durée, et on le retrouve encore chez La Durée, le millefeuille praliné. Et le millefeuille praliné, il a plusieurs textures de croustillant. Il a le croustillant de la pâte feuilletée comme le millefeuille normal, mais il a le croustillant du praliné feuilleté dans lequel il y a de la gavotte. Et donc il est deux fois croustillant. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le 2000 feuilles. Et c'était mon gâteau de l'an 2000. J'adore ce qu'il pense ça en fait. C'est une connerie, mais ça qui suit en fait, c'est bien. Question aussi sur ce plaisir que tu donnes aux autres de déguster ces pâtisseries. Toi, tu continues à l'avoir, ce plaisir-là. Tu goûtes d'autres pâtisseries, tu t'intéresses à ce que font les autres, tu continues, ou tu es tellement analytique. Le bonheur, parfois, Pierre, c'est
c'est pas te poser trop de questions. Toi, est-ce que tu arrives à pas te poser trop de questions quand tu manges ces pâtisseries, d'autres? Ah non, je peux avoir un discernement dans la dégustation. Je goûte d'abord, c'est bon ou c'est pas très bon. Ou parfois c'est mauvais, mais c'est rare. Et puis ensuite, j'essaye de comprendre la partie technique et la partie gustative. Mais avant tout, c'est quand je goûte quelque chose, est-ce que ça me procure des émotions? Est-ce que c'est... Parce que quand on fait un gâteau qu'on s'appelle pâtissier du coin, qu'on s'appelle un grand pâtissier, qu'on s'appelle... c'est ce que ça procure chez celui qui le goûte. Le plaisir, un éclair au chocolat peut procurer énormément de plaisir. Moi, j'ai un souvenir d'un éclair au chocolat que j'avais acheté à la Maison du Chocolat qui m'a procuré énormément de plaisir parce qu'il était vraiment bon. Il y avait tout ce que j'aime dans l'éclair au chocolat. Donc, c'est pas la sophistication qui fait le plaisir, c'est l'expression d'une intention et bien sûr avec la technique qui peut le sublimer. Qui va avec. On a parlé de ton processus de créatif. On va s'arrêter sur. On a fait une partie. Attends. On a à peine abordé ce sujet-là, mais c'est intéressant aussi de connaître un peu plus Pierre Hermé sur tes goûts et des recommandations. Donc on va faire. Cette fois-ci, ce ne sera pas une pause amicale, mais c'est une pause cuisine. Je vais poser des questions et tu vas me répondre de la manière dont tu as envie. Quel est le chef que tu admires le plus aujourd'hui? Il y en a plusieurs, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Alain Ducasse, qu'on a tendance à parfois catégoriser comme un chef homme d'affaires, mais c'est avant tout un très grand cuisinier. Après, j'ai Alain Passard. Pour qui tu as travaillé. Qui est un très grand cuisinier. Et puis, il y a j'ai beaucoup d'amis chefs, et dont Emmanuel Renaud. Fais attention, parce qu'il ne faut pas il y a une vraie... c'est celui de la nouvelle génération que tu aimes beaucoup. Est-ce qu'il y en a un que tu dis, tiens, en parlant d'époque, il a bien cerné l'époque d'aujourd'hui? Oui, j'aime beaucoup Pierre Sangle, qui fait une cuisine assez moderne, assez décontractée, sans emphase. Puis après, il y a vraiment beaucoup de jeunes chefs. Énormément. Les jeunes talents, il y en a... Alors, Alain Ducasse, pour revenir 2 secondes, on a eu la chance de l'avoir ici, une personne que j'apprécie tellement, parce qu'en effet, c'est un chef qui est exceptionnel, mais c'est aussi quelqu'un, c'est vrai, dans le business, qui est très très bon, et qui, comme toi, est très audacieux, et qui a connu dans sa vie aussi des vrais moments difficiles qui ont permis, et il a permis de rebondir. Et c'est quelqu'un, et je vous conseille à ceux qui nous écoutent d'écouter le podcast avec Alain Ducasse. On en reparlera un peu plus tard, mais le gâteau que tu préfères préparer, est-ce qu'il y en a un, tu dis, ah, celui-là, j'aime le préparer, plus que les autres? Alors, les gâteaux, j'en prépare pas beaucoup. Oui, t'as raison. Parce que je les conçois et je les crée et je les mets au point avec l'équipe qui m'entoure. Mais quand je fais un gâteau... Si tu m'invites chez toi et si on va pas acheter celui de Pierre, mais tu vas m'en faire un, ce serait lequel que tu ferais? Je ferais un truc très simple, je vous ferais la tarte au quetch que faisait mon père. Génial. Si c'est la saison des quetch, sinon, je sais pas, je ferais quelque chose de simple, mais une très bonne tarte. Ou le restaurant où tu préfères aller entre amis, tu dis, voilà, ça je sais que ce sera toujours un bon moment. Est-ce qu'il y a un restaurant? Il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui est dans le 20e, qui s'appelle Le Baratin, qui est un petit bistrot tenu par un couple d'amis et où on a une bonne cuisine avec des produits d'exception et puis des vins. C'est un endroit où j'ai beaucoup appris sur le vin, où Philippe Pinotto m'a fait beaucoup découvrir de vins et de vignerons, parce que c'est un repère de chefs, de vignerons, donc on y rencontre souvent des chefs ou des vignerons. C'est un endroit, je vous le conseille donc dans le 20e. Et si tu devais transmettre une seule recette, ce serait laquelle? Tu dis, cette génération d'après, tu vois, si tu devais mettre dans un endroit... Estella, qui est un gâteau que j'ai mis au point il y a 2-3 ans, et qui pour moi est supérieur à l'Ispahan en termes d'expression des saveurs. C'est incroyable. Il est composé d'un sablé au blé noir, d'un praliné au pignon de cèdre, d'une gelée d'herbes. Dans ces herbes, il y a menthe, livèche, coriandre et sauge.
Et puis, il y a une crème aux bourgeons et aiguilles de pin. C'est un ensemble de saveurs qui surprend, tout en étant rassurant. Et c'est un gâteau qui volontairement est très frais et qui est très peu sucré, et donc qui étonne, mais qui est rassurant. J'adore, c'est pas mal. Qui étonne, qui est rassurant. Combien de temps tu mets pour cette création? Entre le moment où tu commences à t'y mettre et le moment où la première personne qui n'est pas de ton premier cercle va le goûter? Alors, c'est un gâteau que j'ai développé en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a 4-5 ans, j'ai le patron de Bilker Salmon, Alexandre Bader, qui me demande de faire une création pour associer à une nouvelle cuvée de champagne, et donc qui était la cuvée sous bois. Et donc, je compose un dessert, une recette, dans lequel j'utilise déjà cette gelée, dans lequel j'utilise la crème aux bourgeons et aiguilles de pin. Et puis, je commence à élaborer cette recette avec à la fois des agrumes et des fraises des bois. Et du coup, je trouve ce dessert extrêmement intéressant, et je me suis dit, mais j'ai envie d'en faire un gâteau. Et donc, j'ai poursuivi dans l'année qui suivait sur la mise au point d'un gâteau. Ce gâteau, je lui donne une première apparence, et en fait, je crois que je me suis trompé parce que c'était trop visuel. Il avait l'apparence d'une pomme de pin, et du coup, je trouvais ça pas intéressant. Et là, cette année, je l'ai retravaillé, enfin, l'année en 2024, je l'ai retravaillé, et aujourd'hui, il a une apparence à la fois très légère, très appétissant, tout en étant simple. Voilà, pour ceux qui doivent aller goûter ou qui peuvent aller goûter cette nouvelle création, on a parlé, tu as évoqué ton papa il y a quelques minutes. C'est important parce que tu es né quand même dans un contexte familial qui était porté sur ces sujets, parce que tu es la 4e génération. D'ailleurs, là, tu parlais d'Alsace aussi tout à l'heure, la famille vient de Colmar. 4e génération, qu'est-ce que ça veut dire 4e génération? C'est-à-dire que ton papa, à Colmar, il y avait une maison Hermé, ça s'appelait comme ça, c'était la boulangerie, c'était une boulangerie-pâtisserie. Boulangerie-pâtisserie qui a été ouverte en 1870, et donc qui a connu mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Boulanger fort. Arrière-grand-père, grand-père et mon père, et moi, donc, la 4e génération. Mais moi, dès 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier, mais je ne voulais pas reprendre l'affaire familiale. Je ne voulais pas vivre la vie de mes parents. Qui était une vie où tu l'as vu, qui était très dure, d'élever très tôt, voilà, très peu de temps avec la famille. Mais même, c'est le contexte de travailler en famille. Enfin, je n'avais pas envie de ça. Ouais. Parce que ta maman travaillait avec ton papa. Oui, bien sûr. Oui, donc, voilà, donc ça, tu t'es dit, et tu avais connu ton grand-père travailler ou non? D'accord. Et elle existe encore, cette boulangerie? Cette boulangerie-pâtisserie a été vendue, mes parents l'ont vendue à un de leurs employés, qui l'a, lui, dirigé pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est devenu, je crois, une agence immobilière. Eh oui. Mais elle s'appelait vraiment Maison Hermé? Ça s'appelait Boulangerie-Pâtisserie Hermé. Et alors une petite anecdote qui est pas déterminante, mais sur la vitrine, mes parents avaient toujours laissé Camille Hermé, qui était le nom de mon grand-père. Et donc, un jour, le successeur a enlevé cette vitre et a remplacé par son nom. Et du coup, il y a quelque temps, un de mes collaborateurs l'a trouvé sur eBay et l'a racheté. J'adore. C'est trop sympa, ça. C'est des anecdotes. Et tu l'as? Ça y est, maintenant, tu es à faire? Oui, je l'ai. Oh, c'est joli. On parlait des parents. C'est important parce que dès 9 ans, tu as cette vision-là, parce que tu grandis en voyant ton papa avec ses odeurs dont tu parles, du croissant. Je pense que c'est lui qui m'a donné envie et qui m'a communiqué sa passion. Ouais, communiquer la passion, même s'il avait quand même assez peu de temps proche, on est d'une génération différente, c'était pas... Mais pour pouvoir le voir, il fallait que j'aille à l'atelier, et donc je passais beaucoup de temps avec lui. Pour passer du temps avec lui, j'étais là. Quoi. Alors, ce qui est aussi intéressant, et on parlait d'Alain Ducasse, ta maman, un peu comme les parents d'Alain, ne voulaient pas forcément qu'il devienne cuisinier. Toi, ta maman, t'as dit d'ailleurs, comme ça, qu'elle voulait pas vraiment, mais elle voulait pas vraiment, parce qu'en fait, elle se disait, c'est comme ça que tu l'imagines, elle t'a dit, que tu avais trouvé la femme en faisant ce métier-là.
Est-ce que c'est vraiment ça, la vraie raison pour laquelle ta maman ne voulait pas que tu deviennes pâtissier ? C'est une des raisons, je pense, parce que elle se levait de bonne heure, elle ouvrait la boutique à 5h ou 5h30, et donc c'est une vie qui... Et un seul enfant. Voilà. T'as pas de frères et sœurs, toi? Non, j'ai pas de frères et sœurs. Donc il y a quand même donc elle a préféré que tu ailles... elle voulait faire que tu fasses quoi, ta maman? Pas d'idée. Peu importe. Peu importe, mais pas comme tes parents, en fait. Donc là, on se retrouve jeune, hein, parce que là, t'as 14 ans, il faut bien voir la situation dans laquelle tu te trouves. T'as 14 ans, et là... Je devais faire à 14 ans, je devais faire un apprentissage d'une pâtisserie de la région, et je sais pas comment ça s'est produit. Mon père voit une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace, quelques mois avant que je doive commencer mon apprentissage. Le nôtre cherche apprenti. Et il y avait un représentant de commerce qui était là chez mes parents. Et il dit, le nôtre, c'est formidable, nana. Et mon père, il dit, tu veux y aller? Moi, j'avais vu Monsieur Le Nôtre à la télé, dans des émissions de Jacques Martin, avec des grands gâteaux, tout ça, ça m'impressionnait. Et du coup, il me dit, si tu veux, écris. Du coup, le week-end d'après, j'ai écrit avec ma grand-mère. On a fait une très belle lettre à la directrice du personnel de chez Le Nôtre, qui s'appelait Madame Tecle. Et puis, cette dame nous a convoqués avec mes parents. Et finalement, j'ai été embauché chez Le Nôtre. Je suis arrivé à Paris le 28 août 1976. J'ai débuté chez Le Nôtre avec 35 ou 40 autres apprentis. Et donc là, tu viens, encore une fois, tu viens pas de Paris, tu n'as pas grandi à Paris, tu te retrouves d'un village qui est, on va dire, pas une grande ville française. Tu le ressens comment, toi? Ça t'inquiète pas? Tu sais ce que tu veux faire? T'es habité par réussir, par montrer que c'est faisable? Quel est ton moteur à toi, à 14 ans? Alors, moteur, il y en a deux, on va dire, principaux. L'un, c'est d'apprendre mon métier dans une maison d'exception, qu'on qualifiait comme ça et que d'autres qualifiaient comme ça à l'époque, et je pense qu'ils avaient raison. Et puis, le fait d'un autre moteur qui était la peur de l'échec. Ça veut dire que je me voyais pas revenir chez mes parents en disant j'ai pas réussi, c'était pas possible pour moi, impossible. Donc ces deux moteurs m'ont beaucoup aidé, m'ont guidé, et là aussi je crois qu'il y avait déjà beaucoup d'audace de la part de mes parents de laisser partir un jeune, parce que mes parents m'ont mis dans le train à Colmar et je suis arrivé à Paris. Je suis allé chez Le Nôtre dire où je sais que je dois loger. Mes parents ne m'ont pas accompagné. Donc aujourd'hui, ça paraît fou. Mais donc je suis arrivé chez Le Nôtre. J'ai dit voilà, me voilà où je vais dormir. Voilà, vous avez votre chambre. Allez au 24 rue Félicien David. Et avec colocataire. Et donc là, t'es payé. En gros, ce qui est d'aujourd'hui, c'est à peu près 125 €. Donc en effet, tu fais pas grand-chose avec cette somme-là en tant qu'apprenti à Paris. Non, ça c'est sûr, mais bon, c'était le salaire d'un apprenti. Oui. Un salaire d'un apprenti, c'est un salaire qui est plus bas, mais j'ai eu une chance formidable parce que c'est vraiment ce qui a forgé ma connaissance du métier, mes références, mes bases, auxquelles encore aujourd'hui je me réfère, qui sont le socle du pâtissier que je suis devenu. Donc là, à un moment ou à un autre, tes parents rencontrent donc Monsieur Le Nôtre. C'est un moment assez unique. Toi Alors c'était déjà, je crois que c'était au bout de 3 ans que j'ai passé chez eux. Ils sont quand même venus te voir au bout de 3 ans, comme ils disent, bon, qu'est-ce qui est devenu? Encore une fois, à l'époque, après je rentrais le week-end et tout ça. Il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone. Aujourd'hui, c'est un monde très différent, un monde où il y a une indépendance plus forte. Moi, ce qu'il dit à ce moment-là, moi, j'adore, hein, parce que je me pose la question, mais la question que j'avais pour toi, c'est la conséquence de ça. Monsieur Le Nôtre, très connu, on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, mais il a créé quand même quelque chose, c'était le grand pâtissier, dit à tes parents, si j'avais un fils comme Pierre, je serais le plus heureux des hommes.
Donc toi, c'est quoi ta réaction à ce moment-là? Ils sont fiers, tes parents, ils t'applaudissent, ils disent... Oh, Non, ma mère, elle n'en est pas revenue. Ma mère, elle est plutôt, avare de compliments. Ouais. Elle était avare de compliments et c'était pas dans sa nature, parce que on est alsacien et on est plutôt des taiseux. Mais je sais que ça l'a marqué parce que c'est ce qu'elle a répété. Oui, c'est ça, pour tout le reste de sa vie. de sa vie. Et donc... moi, j'ai pris ça comme un encouragement et ça m'a aidé. Ça a été un formidable moteur. Mais en fait, je pense que les compliments ont ça, c'est qu'ils servent d'encouragement et nous aident à continuer à pousser encore plus loin, à faire. Pour moi, je prends les compliments de manière générale comme des encouragements à continuer et à faire encore davantage. Et ton papa, parce que ton papa, lui, il réussit dans la ville de Colmar, il est vu comme le pâtissier de la ville. Là, tu es à Paris, le nôtre, et moi, je ne sais pas, honnêtement, si j'ai quelqu'un qui me dit ce compliment sur un de mes enfants, pendant 6 mois, je suis sur un nuage. Ton papa, il te le dit à un moment? Mon père était pas pareil, très taiseux, et donc... mais par contre, nous avions une complicité assez forte, professionnel, bien sûr, parce que quand je rentrais le week-end, quand j'étais de repos, j'allais avec lui dans l'atelier, je lui faisais voir ce que j'apprenais chez le nôtre, et il était toujours très ouvert, il était toujours... il a mis en pratique des choses, donc on avait un échange, et ça c'était formidable aussi pour moi, parce que ça m'a aidé à mettre dans le concret, dans mon concret à moi, de ma famille, du travail de mes parents, des choses que j'avais apprises chez le nôtre. Donc c'est formidable. Ouais. C'était incroyable. Mais avec aussi, par exemple, il y a des gâteaux, les macarons, ma mère, elle aimait pas ça parce qu'elle trouvait ça trop sucré. Elle avait raison en plus. Parce que comme on faisait les macarons à l'époque, ils étaient encore plus sucrés qu'ils ne le sont. Ouais. Donc, parce qu'à l'époque, on mettait... 2 biscuits avec un tout petit peu de crème, de ganache ou de confiture pour les coller ensemble. Donc il y avait beaucoup de biscuits et donc beaucoup de sucre. Mais tu vois, j'entends pour ton papa et ta maman, ce qui moi m'étonne, c'est que toi, t'en as... Moi, j'aurais eu ça, même chose, j'aurais été tellement content que la sommité de mon métier me dise à 17 ans à mes parents... Waouh, mais toi, c'était voilà, vous êtes une famille où c'est normal, oui, j'ai l'impression que c'est quasiment normal. C'est quasiment normal. Pour moi, c'était un vrai encouragement. C'est juste ça. C'est fou. Qu'est-ce que votre relation, parce que tu es parti après le nôtre, là on te retrouve à continuer sa trajectoire. Là, on va te retrouver être pâtissier du ministre. J'ai pu arriver en tant que militaire. Être pâtissier du ministre de la Défense, c'est parce que Gaston Lenôtre, je lui ai dit, monsieur Lenôtre, je vais faire mon service militaire, j'aurais aimé rester à Paris, est-ce que vous pouvez m'aider? Il m'a dit bien sûr. Il m'a envoyé rencontrer le chef cuisinier de l'Élysée à l'époque, qui s'appelait Marcel Le Cerveau, c'était en 81, juste avant les élections. Et ce monsieur me dit, ah, petit, c'est Gaston qui t'envoie. Ah, bon, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors peut-être à l'Élysée ou peut-être au ministère de la Défense, bon, je vais voir. Mais bon, tu sais... les élections arrivent. Si la gauche, elle passe, moi, je suis plus là. Hein. Moi, c'est fini après. Hein. Du coup, il me passe sur l'arrivée de la gauche au pouvoir et tout ça. Bon, c'était en début d'année, donc mai 81, tu vois ça. Voilà. Toi, t'espérais à ce moment-là que la droite passe dans ces cas-là. Tu t'inquiétais, non? Non, j'espérais surtout qu'il puisse intervenir. Et donc, effectivement, j'ai fait mes classes au régiment du train à Fontainebleau, et puis ensuite j'ai été muté Parce qu'il est resté, en fait, à l'Élysée. Il est resté à l'Élysée, et j'ai fait mes classes j'ai fait mon armée en tant que pâtissier du ministre de la Défense, qui était un vrai gastronome, qui s'appelait Charles Hernu, et qui aimait manger, donc c'était formidable. Moi, quand j'avais lu cette histoire avec Charles Hernu, qui était très connu à l'époque, comme étant ministre des Affaires, des Armées, hein, j'adorais parce que je me dis quelle chance quand même, avoir Pierre Hermé
Voilà, ok, tu peux. Moi, j'ai une longue liste. Hein, moi, j'adorais. J'ai une longue liste de choses. Je me dis, il y a des postes quand même plus sympas que d'autres. Hein. Mais toi, après ça, tu restes pour le temps de ton armée. Après, tu continues. On parlait d'Alain Passard tout à l'heure. En fait, après mon armée, pendant mon armée, j'ai fait 3 métiers. J'ai fait pâtissier du ministère de la Défense. Et le soir, je travaillais dans un restaurant qui était à côté du ministère de la Défense, qui s'appelait la Ferme Saint-Simon, qui appartenait à un ancien de chez Le Nôtre, qui était marié à une animatrice de télé très connue à l'époque, Denise Fabre. Et puis, ensuite, le week-end, je travaillais chez Le Nôtre, parce que monsieur Le Nôtre m'avait laissé ma chambre de bonne, l'usage de la chambre de bonne, mais bon, il fallait que je paye le loyer. Donc, voilà. Et après le service militaire, il s'est posé la question de retourner chez Le Nôtre. Et là, monsieur Le Nôtre me propose une place aux États-Unis dans une joint venture qui venait de créer avec Roger Verger et Paul Bocuse à Disney. Et moi, Disney, ça me parlait pas du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre à Disney? Même si c'était un restaurant gastronomique, tout ça, mais bon, je me voyais pas aller là-bas. Et donc, j'ai un ami qui travaillait pour un traiteur, pour un restaurateur qui a monté une affaire de traiteur qui s'appelait François Clair, qui avait un restaurant 2 étoiles à Maison Lafitte. Et donc, je suis allé travailler avec lui comme adjoint au chef pâtissier. Moi, ce que j'adore, c'est que tu imagines aujourd'hui ta vie, si tu avais fait ce choix-là, si tu étais allé à Miami, c'est en Floride, hein, Disney, t'imagines comme cette vie. Moi, j'adore ces moments-là, et pour les gens qui nous écoutent à chaque fois, c'est des décisions qui sont importantes à ce moment-là, mais ta trajectoire de vie, t'as quand même pas grand-chose à voir. Ton anglais, il est meilleur qu'à l'époque, ou tu le travailles ou pas? Alors moi, j'ai fait, je parle couramment allemand parce que je suis d'origine alsacienne et j'ai fait allemand première langue et j'ai fait anglais deuxième langue. Mais j'ai toujours été assez bon en anglais, donc c'est chouette, mon anglais est meilleur peut-être aujourd'hui, mais il était déjà pas mal. Donc c'était pas la raison pour laquelle c'est pas la langue qui était ma barrière. Je te retrouve, tu continues Alain Passard, je te retrouve en Luxembourg, et là tu arrives chez Fauchon. Alors, vas-y, on ira essayer des moments où... J'ai fait l'ouverture d'un restaurant avec Alain Passard en Belgique. Et ensuite, j'ai fait 1 an dans un hôtel du groupe Intercontinental à Luxembourg, où là, j'ai découvert la rose, donc ça n'a pas été inutile. Et puis après, j'ai le monsieur qui m'avait envoyé à Luxembourg, qui est le meilleur voyer de France, ancien chef de chez Fauchon, Serge Breda, qui me dit, Pierre, chez Fauchon, ils cherchent un chef pâtissier, est-ce que ça t'intéresse? Alors moi, je dis, waouh, chez Fauchon, c'était une grande maison, mais j'aimais pas du tout la pâtisserie qu'ils faisaient. Mais je dis, peut-être que j'aurais la chance d'y faire quelque chose. Donc, j'ai un rendez-vous avec le directeur commercial qui me dit, voilà, monsieur Hermé, machin, j'avais 24 ans, hein, oui, à peine. Monsieur Hermé, Fauchon, c'est une grande maison, c'est formidable, il me raconte tout, Fauchon. Et puis après, je le laisse parler, puis à la fin, je dis, mais monsieur, la pâtisserie, ça va pas du tout. La pâtisserie que vous faites, c'est que des gros gâteaux, des gâteaux en cadre, coupés. Enfin, c'est pour moi, c'est pas ça la pâtisserie. Moi, si j'étais chef pâtissier chez Fauchon, je ferais d'autres gâteaux que ce que vous faites. Là, il m'a regardé, il m'a dit, ah, ok, bon. Là, il y a 2 options. Hein. Soit il te dit dégage. Mais il dit, mais moi, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez de Fauchon la meilleure pâtisserie de Paris. Je dis ça, si vous me laissez faire, oui, je peux essayer. En tout cas, ça m'intéresse. Le challenge m'intéresse. Place de la Madeleine à l'époque Oui, Place de la Madeleine. Et donc, du coup, j'ai eu le poste et je suis resté pendant 11 ans. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que tu as ce poste-là extrêmement jeune. Comment les autres te voient à ce moment-là? Normalement, on n'a pas ce poste-là à 25 ans ou 24 ans. Oui. On l'a à 35. Tu as 10 ans d'avance par rapport aux autres. Comment toi, de nouveau, c'est un peu comme quand tout à l'heure, Gaston Le Nôtre te dit... c'est le fils que j'aimerais avoir. Tout ça est assez normal. Pour toi, c'est encore un encouragement. Ou à un moment ou à un autre, et comment les gens te voient? Parce que là, tu diriges des gens 35 personnes. Et qui sont pour tous, la plupart, plus âgés que toi. Plus âgés que moi, comment toi, tu sens un peu de tension ou c'est... Ça a été possible grâce à une personne qui était mon chef chez Fauchon pendant 2 ans. Qui était un monsieur qui s'appelait... J'ai travaillé pendant 2 ans dans une des boutiques de Fauchon, qui est la boutique de Victor Hugo, qui était une des principales boutiques après la boutique d'Auteuil
de Le Nôtre, pardon. J'étais chez Le Nôtre. Ce monsieur s'appelle Gérard Prosper. Et il m'a appris comment diriger une boutique. On n'était pas nombreux, on était 3 à travailler. Mais il m'a appris comment diriger une boutique, comment mener les fabrications, comment mener les relations avec les vendeurs, les vendeuses. Et donc, il m'a permis de gagner du temps par cet apprentissage. Il m'a appris bien sûr des choses de la pâtisserie, mais surtout des choses du management et du relationnel. Et donc, ça m'a fait gagner du temps, et c'est ce qui m'a permis peut-être d'acquérir en maturité et de prendre ce poste chez Fauchon très jeune. Et donc, tout le monde était content, personne n'a espéré que tu flanches, que tu tombes. Alors, si quelques obstacles, il y avait une équipe de gens qui étaient là depuis longtemps, il y a des gens qui avaient 10 ans, 15 ans, presque 20 ans de maison. Il y en a un seul qui était pas content et qui m'a un jour insulté, et donc je l'ai licencié immédiatement. C'était simple. Moi, c'est clair. Et du coup, ça a servi d'exemple, et puis après, j'ai plus jamais eu de problème. Et puis, comme le directeur commercial m'a dit, il faudrait que vous fassiez de Fauchon la meilleure pâtisserie de Paris. Donc j'ai demandé comment il fallait faire s'il fallait présenter les produits. Donc on m'a dit oui, il faut les présenter à la patronne. Donc un jour, je crée 3 produits et je vais pour aller dans le bureau de la propriétaire de Fauchon, et je passe devant sa secrétaire qui regarde les produits. Ah bah si c'est ça Fauchon maintenant, oh là là, pas terrible, hein. Donc, avant d'entrer dans le bureau, donc en rentrant, la me dit « Ah, ouais, j'aime ça, j'aime pas ça. » Ah, ok. Donc après, je redescends et je dis à mon directeur, je dis « Écoutez, on a dit qu'on voulait faire Fauchon la meilleure pâtisserie de Paris. » J'étais encore à l'essai, hein. Donc je lui dis « Si c'est comme ça, je vais pas y arriver. Donc il faut que moi, je puisse faire les choses comme je pense. Et si c'est trop cher, vous me le dites, mais je peux pas passer tous mes produits à la patronne et attendre son verdict. Je peux lui faire valider des choses que j'ai imaginées, mais on va pas y arriver comme ça. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée à l'époque de créer des collections saisonnières, printemps-été, automne-hiver, et de les présenter à la patronne. Tu avais une fois, et puis après tu as 6 mois tranquille. Et puis ensuite de les présenter à la presse. Et de commencer donc à présenter les gâteaux aux journalistes. Depuis qu'on a commencé ces discussions, très souvent, tu as évoqué les noms de personnes qui t'ont aidé, des gens qui ont transmis une connaissance. Je sais que pour toi, le terme de transmission est essentiel. Et toi-même, tu as transmis ça à d'autres chefs pâtissiers, grands chefs pâtissiers. On parle de Christophe Michalak, mais il y en a d'autres comme ça. Oui. Pour toi, la transmission, c'est clé. C'est vraiment le principe de l'artisan. Tu parlais tout à l'heure de l'artisanat, de ces métiers du capital humain. C'est en fait dans les métiers de l'artisanat, la transmission est à la fois un devoir, une obligation. Enfin, il n'y a pas d'autre façon de faire que de transmettre. C'est absolument indispensable pour former des générations, et puis indispensable pour donner à comprendre aussi ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et après, souvent on me parle des pâtissiers que j'ai formés, il y en a un certain nombre, tu as cité Christophe, il y en a pas mal d'autres, mais aussi ce qui est important, c'est ceux qui sont dans la maison aujourd'hui, parce que il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 30 ans, 15 ans, 20 ans, 10 ans. Et pour moi, c'est pareil, c'est des gens que j'ai formés et qui, eux, font au quotidien, permettent de produire les meilleurs gâteaux possibles. Enfin, à mon sens, bien sûr. Donc, pour moi, ces gens-là sont importants aussi. Et la transmission s'exerce aussi auprès d'eux, et elle continue parce qu'ils se travaillent avec moi au quotidien. Et après, la transmission, elle est aussi importante pour les vendeurs, les vendeuses, pas seulement de leur dire tiens, il y a des gâteaux à vendre, allez-y. C'est la formation, de les accompagner, de leur dire voilà, il y a tel gâteau, ce gâteau il est fait avec tels ingrédients, et de manière à leur donner les clés pour l'expliquer aux clients. Quand tu parles de transmission, moi je vois par exemple avec Alain Ducasse, lui il voit souvent certains de ses chefs partir. Alors lui il a
tout un tas de restaurants, donc ils peuvent aller, mais au bout d'un moment, ils vont eux-mêmes voler de leurs propres ailes, lancer leur propre restaurant. Toi, quand tu vois des chefs que tu as formés qui sont bons, tu sais que de toute façon, ça va être, c'est comme ça, que ça se passera toujours comme ça, c'est qu'ils partiront, ils créeront eux-mêmes leur franchise. Alors pourquoi, pour moi, quelqu'un qui a travaillé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans la maison, ça reste un capital humain, un capital... et c'est des gens avec qui nous, on continue à cultiver les relations. C'est-à-dire qu'on organise un dîner tous les 2 ans avec tous les anciens. Tous ceux qui peuvent venir, bien sûr, tout le monde ne peut pas venir, mais tous ceux qui peuvent venir. Et parce que ça nous permet de rester en contact, ça nous permet de nous donner des nouvelles les uns des autres. Et puis... on a aussi beaucoup d'anciens qui sont partis à des moments parce qu'ils avaient besoin d'apprendre autre chose et qui ont parfois envie de revenir. On en a un certain nombre dans la maison. J'ai des gens dans la maison, j'ai des gens qui sont partis 2 fois ou 3 fois de la maison. Ils sont revenus, mais à chaque fois à des postes différents, avec des missions nouvelles, avec nous une capacité de leur proposer un autre challenge. Adapté. Donc ça, c'est pour moi... ces gens qui quittent la maison, ça reste la famille, en fait. Des amis, des gens avec qui on aime bien rester en relation. On parle de transmission. Quand on parle de transmission, parfois on parle d'écoles. Des écoles qui ont pu être créées par Alain Ducasse, par Thierry Marx. On voit des chefs qui ont créé des écoles pour justement permettre un certain déploiement de cette culture, de cette qualité. Toi, c'est un sujet que tu as regardé à un moment disant de quelle manière tu vas pouvoir le mettre dans des écoles, pouvoir le diffuser, cette connaissance, ou tu dis que c'est difficilement Alors, c'est un sujet que je regarde de différentes façons, parce que j'accompagne une école qui s'appelle l'Institut culinaire de France, qui est basée à Bordeaux. Et puis, au titre de l'entreprise, on regardait pour essayer de créer une école. Mais l'enseignement exigé par l'éducation nationale pour une école est parfois un peu loin de l'enseignement de ce que j'aimerais transmettre aux gens qui viennent à l'école. Donc c'est un sujet que je regarde, que l'on regarde au titre de l'entreprise et qui peut encore mûrir. Peut-être qu'on le fera ou peut-être qu'on le fera pas. Eh ben, espérons que tu le fasses. En tout cas, les gens qui nous écoutent, il y en a certains qui, peut-être, s'ils aimeraient faire ce métier-là, peut-être que tu vois... Il y a une formidable école qui s'appelle la Maison Pierre Hermé, où on accompagne les gens et on les forme, qui est une école du travail de tous les jours. S'ils sont embauchés comme toi. Tu as beaucoup d'apprentis que tu prends ? Je crois que dans la maison, on a une 30aine d'apprentis, dans tous les métiers. Hein. Non, on parle en France particulièrement. On parlait tout à l'heure, et tu l'as évoqué, d'un moment où tu vas quitter... après un certain nombre d'années, Fauchon pour la durée. Ce qui m'intéresse là-dessus, en particulier pour les gens qui nous écoutent, qui parfois sont dans un poste et parfois se posent des questions de changer. Dans le livre on parlait de ton livre, dans cette magnifique bibliothèque, j'ai le Ose et puis j'ai le Pose, mais le Ose, c'était un livre sur l'entrepreneuriat où j'ai un chapitre sur les menottes dorées. Toi, tu arrives dans cette maison Fauchon, on en parlera plus tard, qui a malheureusement changé après, mais pourquoi partir ? Est-ce que tu as hésité à partir pour la durée Il n'y a qu'une seule raison. Ouais, raconte. En fait, à partir du moment où je décidais de quitter Fauchon, je ne voulais plus être employé par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai accepté une mission de conseil pour la durée en créant ma propre entreprise. Et mon but a toujours été de faire mon métier comme moi j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez pour Fauchon ou pour la durée, il y a une histoire. Cette histoire, il faut la respecter, il faut la faire évoluer, mais il y a un cadre... Tu crées pas l'histoire, c'est-à-dire que toi, là, tu as pu créer ton histoire. Mais quand tu crées justement ça, tu es en mission pour ce grand magasin de la durée des Champs-Élysées, et quand tu es Non, le magasin, il n'existait pas. C'est toi qui l'as construit. Tu as mission pour la création de ce grand magasin-là. Mais toi, ta maison... Qu'est-ce qui fait que là, tu te décides, c'est le bon moment ? Tu trouves le financement, tu dis, ça y est, il y a qu'est-ce qui se fait que
que tu rigoles parce que... En fait, c'est la rencontre avec un garçon qui s'appelle Charles Dati. Et donc, on décide d'unir nos forces. Charles venait de l'univers du marketing et de la communication. Donc, c'est une rencontre. Et c'est une rencontre qui me permet d'envisager de faire mon métier comme j'ai envie de le faire. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de m'occuper de la compta. C'est vraiment un truc qui est au-delà de mes forces et de mes compétences. Et donc... lui, il était OK pour faire ça. OK pour faire ça et pour travailler avec moi sur la manière de mettre en valeur le travail que je faisais. Il est encore avec toi ? Alors, il est resté avec moi jusqu'en 2019. En 2019, il a souhaité faire autre chose. C'est beau. Et puis... Donc, il y a une vingtaine d'années avec toi. Voilà. Donc, là, il se passe deux choses importantes. On est au début, on parle beaucoup d'associations. Moi, j'aime bien parler dans ces jeux. Quand tu t'associes, le risque d'association, parfois, ça peut se passer très bien. Là, ça s'est passé bien avec lui, mais moins bien avec tes partenaires de l'époque, parce que tu crées à ce moment-là deux choses. On te retrouve dans un restaurant, qui est un restaurant... Je m'en souviens, parce que je me souviens être allé à ce moment-là, c'était rue Marbeuf, oui. C'est à Marbeuf, c'est ça ? À côté des Champs-Élysées. Et c'était donc une vedette de la télé et un de ses camarades qui font un partenariat avec vous. Donc là, toi, tu te retrouves... Alors, j'étais pas dans le partenariat. J'étais conseil pour eux, mais je leur ai parlé de mon projet d'ouvrir une boutique à Paris. On avait déjà 2 boutiques au Japon, à Tokyo, et d'ouvrir une boutique à Paris. Et eux, à l'époque, ils voulaient créer un groupe dans la restauration en partant de zéro. Et donc, ça leur a donné envie de s'associer avec nous. On était associés donc à 50-50, on était 4, donc voilà. 25. Voilà. On est bon en maths ici, je te suppose. Et donc là, en fait, c'est toi, tu livres donc tes créations à le restaurant. Non, il y avait 2 choses. Dans le restaurant, il y avait des desserts. Okay. Desserts qui étaient réalisés sur place. J'avais quelqu'un en place. Okay. Et j'avais embauché, pour l'anecdote, à l'époque un jeune petit commis nommé Cyril Liliac. C'est ça, c'est l'histoire de Cyril Liliac au départ. Et puis... tu l'as trouvé où, Cyril, d'ailleurs ? Je ne me rappelle plus. Vraiment. Il va pas être content. Non, je ne me rappelle plus où. C'est son accent qui t'avait fait waouh. Ah non. Non. Je me rappelle de sa détermination et de son envie de faire, mais par contre, je ne me rappelle plus par quel biais il est arrivé. En tout cas, il se retrouve dans ce restaurant-là. Il se retrouve au Coroba. Il s'appelait Coroba. Jean-Luc Delarue et son associé, Hubert Boukobza, me proposent d'ouvrir une boutique dans le restaurant. Donc de consacrer une partie du restaurant pour faire une boutique. Et donc on ouvre une 2e boutique, après la première boutique... Saint-Germain-des-Prés. À rue Bonaparte. Et puis voilà, ça dure quelques mois. Et justement, ça se passe moins bien quand même. Hein. Et puis... en même temps, je consacre pas mal de temps à un journaliste pour une émission d'envoyé spécial. Cet envoyé spécial devait être sur la pâtisserie en général. Finalement, c'est devenu un envoyé spécial sur Pierre Hermé, 20 minutes, et une émission qui dure 25 minutes, 20 minutes sur Pierre Hermé, et 5 minutes de Gaston Lenôtre qui parle de Pierre Hermé. Donc il y a beaucoup de monde tout d'un coup qui se retrouve rue Bonaparte. Hein. C'était un truc incroyable. Donc beaucoup de succès, très content et tout ça. Avec bien sûr une trésorerie en tension parce qu'il fallait réinvestir, acheter du matériel, et en même temps un associé qui ne respecte pas tous ses engagements et surtout qui ne nous paye pas la marchandise qu'il nous achète pour son restaurant. Et donc le Coroba dépose le bilan et nous dans la foulée aussi, et donc on se retrouve dans une procédure de continuation, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et puis voilà. Et donc là, c'est un moment pour toi qui, un premier vrai échec dans ta vie de business là-dessus, parce que pour l'instant, alors c'était un échec, mais qui n'était pas dû au travail. C'était un échec qui est dû à une mauvaise association d'environnement. Et d'ailleurs, je me rappelle de Jean-Luc Delarue me disait, mais tu sais, tu devrais me céder mes parts. Alors je lui ai dit, regarde-moi bien. Le jour où tu vas te lever à 4h du matin pour aller faire les gâteaux, on pourra avoir cette discussion. C'est ce moment où il allait se coucher. On continue. Là, tu as payé pendant des années ces dettes qui étaient sur ce plan de continuation. Pourtant, tu continues un peu plus tard à t'associer. Là, on va te retrouver t'associer avec un autre grand groupe qui est l'Occitane. Et puis encore après, donc, avec un groupe qui est le groupe Walter Butler. Donc, tu as de toute façon besoin de financement. Et donc, là, tu as réussi à mieux... Normalement, les gens, ils peuvent faire l'erreur une fois. S'ils le font 2 fois, c'est peut-être de la bêtise. Toi, comment tu as fait pour les associations d'après ?
T'as beaucoup discuté, t'as vu beaucoup de gens, c'est humain, dans le développement d'une entreprise, on a toujours besoin de financement. Si on veut continuer le développement, ce qui était notre cas. Et à un moment donné, on a eu un partenaire, un fonds de la banque, du CIC, notre banque, qui au bout d'un moment devait sortir. Et donc il a fallu substituer ce fonds de notre banque par un autre fonds. Et il y a eu plusieurs candidats. Et finalement, on a retenu l'Occitane parce que c'était le propriétaire de l'Occitane était un ami. Et fondateur, donc, propriétaire fondateur. Alors le fondateur était un ami et celui qui a racheté, t'as raison d'ailleurs. Celui qui est propriétaire encore Geiger, aujourd'hui. En fait. Voilà, Reynold Geiger. Qui est aujourd'hui encore propriétaire de l'Occitane. Et puis on a eu cette folle aventure des Champs-Élysées. Et puis ensuite, l'Occitane a cédé les parts à un autre grand groupe, à Walter Butler, qui nous accompagne aujourd'hui et qui m'accompagne dans le développement de l'entreprise. Et ça, c'était un choix, de nouveau, c'était un choix. Toi, ils t'ont dit, on va vendre les parts, tu faisais partie de ce processus de vente? Oui, partie du processus de vente, mais en même temps... l'Occitane étant majoritaire, mais ils savent que sans toi, ils ne peuvent plus faire grand-chose quand même. Je ne sais pas, non. Je pense que personne, dans aucune organisation, personne n'est indispensable. Quand ton nom est porté, porte et sur la porte, c'est quand même un peu plus simple. En même temps, ce qui est important, c'est de définir un projet avec quelques associés que ce soit. Et on a avec Walter Butler et ses associés, on a défini un projet. Et aujourd'hui, ce projet, il est porteur. On a dépassé l'année dernière les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui dans notre métier est plutôt rare et avec une bonne marge opérationnelle. Tu penses qu'en n'ayant pas fait attention à ça dans le début des années 2000, que tu t'es fait planter, tu penses que justement à ce moment-là, tu dis, maintenant je vais faire plus attention à ces sujets, je ne peux pas uniquement être dans la création, ou pas vraiment? Moi, j'ai toujours voulu rester dans la création et concentrer mon travail là-dessus. Donc, pour moi, mon travail, j'essaie de le concentrer sur la création, la manière dont les produits créés sont fabriqués au quotidien. Donc, ça veut dire choix des matières premières, choix du matériel, des techniques, choix des options marketing et communication, et puis la manière dont les produits sont vendus. Donc, c'est pour moi ce qui permet d'être sûr de ce que tous les jours, ce qui est dans la boutique chaque jour. On parle de 100 millions de revenus, un succès maintenant mondial. T'es maintenant dans combien de pays? Tu as plus de 80 boutiques, c'est ça? Tu connais exactement le nombre de tes boutiques? Oui, 82 je crois, 82 boutiques. Et on est dans une douzaine de pays, oui. Et donc toi, votre objectif collectivement, parce qu'on a compris que tu es associé maintenant avec un fonds d'investissement, c'est d'être dans 20 pays, 25 pays. Tu as un plan à quoi? 3 ans, 5 ans, 10 ans? Comment tu as travaillé, toi? C'est le nombre de pays qui est important. C'est le nombre de boutiques, c'est quoi? C'est la façon dont on le fait et avec qui on le fait et comment on le fait. Pour moi, c'est le plus important, c'est pas d'être dans 25 pays. Disons que tu le feras bien à chaque fois. Ce serait quoi un objectif que tu as? Je ne pensais pas que tu allais mal le faire. Hein. Dans une vingtaine de pays, si ça produit du sens et si ça crée de la valeur, c'est intéressant. Oui. Et quels sont les pays qui vont suivre là? Tu as un grand lancement, je crois, cette année. Cette année, on a l'ouverture de plus de 15 points de vente. Donc certains en France. Donc tu vas très vite. Donc là, c'est une volonté d'accélérer le développement. Non, c'est que ce développement, il se construit depuis 2 ans. Et il y a pas mal de projets qui vont aboutir cette année. Il y a une ouverture à Singapour qui va être la plus grosse boutique de la marque, avec des choses nouvelles que j'ai développées spécialement pour Singapour. Ensuite, il y aura un hôtel, parce qu'on a dans notre activité, il y a plusieurs. Hôtel, tu fais aussi des hôtels, toi, maintenant. Mais il y a plusieurs modes de commercialisation. Il y a bien sûr les boutiques, macarons, chocolat, pâtisserie, glace, viennoiserie. Et puis, il y a des collaborations avec des hôtels. Donc, on a environ 7 ou 8 hôtels qu'on accompagne comme ça dans le monde. Peut-être le plus connu, c'est la Mamounia à Marrakech. Mais sinon, il y a
le Ritz-Carlton à Kyoto, le New Otani à Tokyo, le Parc Hyatt à Niseko, il y a le Four Seasons à Riyad. Et là, donc cette année, on va accompagner un hôtel qui va ouvrir un hôtel Jumeirah qui va ouvrir à Dubaï. Et puis on va ouvrir également des boutiques à Dubaï. Et on est également au Rosewood à Abu Dhabi. Donc. C'est quoi le modèle, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le modèle que tu... Donc, soit c'est en propre, soit c'est en franchise. Comment tu fonctionnes là-dessus? Donc c'est les deux possibilités. Donc, tu veux expliquer pour les gens qui nous... Donc, en propre, donc c'est toi qui vas vraiment gérer l'ensemble des opérations? On est en propre en France, au Japon, en Angleterre et à Hong Kong. D'accord. Et puis après, on est ailleurs sur les modèles de franchise et où on accompagne des hôteliers. On s'occupe de toute la pâtisserie de l'hôtel et très souvent il y a une boutique, il y a un salon de thé, il peut y avoir un restaurant aussi. Donc ils suivent toutes vos recettes, tu vas les voir, il y a un contrôle qualité que tu fais, c'est vraiment une scène de franchise. Et puis il y a des boutiques aussi, donc des pâtisseries, comme ce qui va ouvrir à Singapour, ça va être une pâtisserie avec un salon de thé, avec un très, très gros, très beau projet. Est-ce que je vais retrouver le Stella, l'Ispahan, l'Infiniment Noisette dans toutes ces boutiques-là ou pas forcément? Alors, ce qu'on va retrouver dans toutes les boutiques, c'est les macarons, les chocolats. Dans les gâteaux, c'est toujours l'Ispahan, c'est toujours Infiniment Vanille, le demi-feuille et carrément chocolat. Donc ça, ils sont toujours là. Les plaisirs sucrés. Et puis après, il y a, en fonction des pays, il y a des créations qu'on met en avant, d'autres en fonction aussi des saisons, en fonction des produits disponibles dans le pays. Donc ça, c'est un travail qu'on fait d'ajustement en chaque pays. Dans l'évolution de être novateur, prendre cette audace, là, on va parler un peu de tes nouveaux délices vegan. Donc, à quel moment ça t'arrive, ce sujet? À quel moment tu le vois arriver et que tu vas changer ta manière de cuisiner pour répondre à un besoin qui n'existait pas il y a 15 ans, ou très peu. C'est pas pour répondre à un besoin, justement. C'est ça qui est intéressant, parce que en 2019, on me propose de faire une collaboration avec la Maison du Chocolat. Et j'ai dit, ok, ça peut être intéressant, parce que moi, j'étais ami avec le fondateur de la Maison du Chocolat, et je crois que c'est une maison que je respecte beaucoup. Je dis, mais faire quelque chose avec la Maison du Chocolat, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'ils n'ont pas déjà fait? Parce que juste apposer deux marques côte à côte, bof, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, en discutant avec le créateur de la Maison de Chocolat, qui s'appelle Nicolas Cloiseau, il me disait qu'il avait travaillé sur des chocolats véganes, mais qu'il n'osait pas le dire, et que finalement, c'était un peu timide. Je me dis, mais c'est formidable. On va travailler sur 2 gâteaux véganes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur 2 recettes véganes, rose des sables et fleur de cassis. Et du coup, je me suis pris au jeu et je me suis dit, mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est fait partie des axes d'avenir. Donc, j'ai essayé de m'enseigner, de travailler. J'ai décidé de faire un livre pour nous forcer un petit peu à avoir avec une co-auteure qui s'appelle Linda Bongara, qui est une spécialiste de la pâtisserie végétale. Et donc, on a fait ce livre pour nous forcer aussi à acquérir cette connaissance, à développer des recettes. Et aujourd'hui, dans les boutiques Pierre Hermé, il y a toujours une recette de pâtisserie végétale. Tout le temps, dans les pâtisseries, il y a toujours une proposition végétale, comme il y a toujours une proposition gourmandise raisonnée. Gourmandise raisonnée, c'est une autre approche qui consiste à travailler sur... Parce qu'on dit souvent que la pâtisserie, il faut enlever le sucre. C'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que pour faire une pâtisserie qui soit un peu moins riche et un peu moins calorique, il ne faut pas seulement enlever du sucre, parce que là, du coup, mécaniquement, on augmente les lipides. Donc, il faut travailler à la fois sur les glucides et les lipides, donc sur le gras et le sucre. Et ce travail-là, je l'ai fait sur un certain nombre de gâteaux. Et aujourd'hui, on a toujours une proposition gourmandise raisonnée. Donc voilà d'où vient cette je ne suis pas la folie végane, c'est juste que tu essaies de... J'essaie de la devancer. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez chez un pâtissier, il n'y a personne qui a de pâtisserie végane, sauf des spécialistes comme Lam Del Monquet, qui fait que ça. On va continuer une nouvelle pause amicale cette fois-ci, Pierre. Quelqu'un que nous avons cité plusieurs fois te pose une question justement sur cette évolution. On écoute tout de suite le grand chef Alain Ducasse. Bonjour Pierre, j'espère que tu vas bien d'abord.
qu'est-ce que tu penses de mon obsession de moins de gras, moins de sel, moins de sucre dans mes desserts? Je t'embrasse. Ça tombe bien, hein. Le timing était parfait. C'est un travail sur lequel Alain est concentré depuis longtemps. Et il a eu avec lui une pâtissière extraordinaire qui s'appelle Jessica Préalpato, qui a beaucoup travaillé justement sur le fait d'avoir des desserts peu sucrés, moins gras. Et pour moi, c'est très intéressant d'explorer cet aspect de notre métier. Mais il faut être très vigilant, ça veut dire qu'il faut du sucre, il faut du gras. On dit bien moins. Moins. Voilà. On ne dit pas plus. Alain a parlé aussi du sel. C'est vrai que dans la pâtisserie, on a un peu moins souvent d'excès de sel. Mais là aussi, dans le domaine de la chocolaterie, il faut faire attention. Parce qu'on a tendance à mettre du sel dans le chocolat parce que ça fait paraître le chocolat moins sucré. Mais aussi, il faut faire attention de ne pas en mettre de trop. Dans les pralinés, tout ça, parfois, on peut être tenté de mettre un peu de sel et parfois un peu trop de sel. En 2016, il y a un magazine qui, chaque année, va élire le meilleur pâtissier du monde. Alors là, on n'est même pas en France, hein, c'est le meilleur pâtissier. Et en 2016, tu es élu le meilleur pâtissier du monde. Un peu comme la question au départ, quand j'entends le Picasso de la pâtisserie, tu reçois un appel, tu es assez content. Là aussi, c'est que tu vas me dire, c'est un encouragement, c'est ça que tu vas me dire. C'est un encouragement, pas seulement pour moi, parce que là... ça reconnaît bien sûr mon travail, mais ça reconnaît aussi le travail d'un groupe, d'un groupe d'individus qui est la Maison Pierre Hermé. Donc, merci d'en parler parce que c'est vrai que on voit toujours toi, mais c'est évidemment le travail. Et moi, je le parle au quotidien. J'ai réussi dans un certain nombre de choses que j'ai pu faire, mais j'ai réussi parce que j'ai des équipes qui sont juste incroyables. Toi aussi, tu le dis souvent, c'est ces équipes-là qui font aussi qui tu es. Ah oui, je sais pas, aujourd'hui, si on met tout le monde bout à bout, il y a pas loin de 1000 personnes. C'est le travail de ces 1000 personnes qui fait que la maison est ce qu'elle est, et c'est le travail au quotidien et le travail de remise en question, d'attention aux détails, d'audace, de soucis de différenciation qui font que la maison elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pas de perfection, n'oublions pas. Dis-moi, la question justement, qui vote? Moi, ça m'intéresse. Quand j'ai vu ça, il y a quelques Français ou Françaises qui ont. Donc, toi aussi, chaque année, c'est un peu comme les Césars, tu reçois en disant je vote cette année pour quelqu'un? Ça dépend? Alors, moi, je suis votant dans ce classement, sauf en 2016. Oui. Ah, donc ça, parce que tu étais un des 4 ou 5. Oui, donc ça se passe comme ça. Et d'autres, donc tu es assez fier aussi parce que tu dis, je ne suis pas le seul, il y a d'autres Françaises et Français qui ont... Oui, et puis après, il y a eu d'autres pâtissiers qui ont eu cette distinction. Je pense à Cédric Grolet, je pense à Jessica Préalpato qui a eu ce prix aussi. Enfin, il y a eu d'autres pâtissiers de talent qui ont eu cette récompense. Tu parles, en parlant de succès ou de réussite, tu fais partie des gens, et j'achète ça. Moi, je dis souvent que la réussite, c'est une goutte de talent dans un océan de travail. Toi, c'est 99% de travail de 1% de talent. Tu le crois vraiment à ça? Tu penses que c'est essentiellement ton travail qui a fait ton succès? Tu l'as dit, hein? C'est un sujet de désaccord avec ma compagne qui, elle, dit qu'il y a une part de chance. Certes, il y a une part de chance, mais c'est le travail de chacun qui fait que... Mais bien sûr, oui, il y a une part de facteurs l'environnement, les gens qu'on rencontre, mais tout ça est dû à qui on est et ce qu'on fait et comment on le fait. Comment t'attrapes? Dans mon dernier livre qui s'appelle Pause, j'ai un chapitre qui se dit « La chance existe, les chanceux n'existent pas ». La chance existe évidemment. Tu es né avec une famille de pâtissiers, ils t'ont donné ça. Qu'est-ce que tu en as fait toi? À quel moment, quand tu t'es retrouvé avec 40 apprentis et nous alternants, à ce moment-là, il n'y en a que 20 qui ont été sélectionnés. Comment tu as fait pour avoir... Je pense que c'est important pour toute personne qui nous écoute. C'est le travail. C'est beaucoup le travail. Et prenez et saisissez. Sérieux, le travail. Il faut saisir ces opportunités que tu as pu avoir. On parle... Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui moi, me tient à cœur. C'est qui est relié au sujet dont on parle. Mais il y a un truc qui est important, c'est que il faut savoir faire des choses pour rien. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas d'objectif précis. Et il faut les faire parce qu'on trouve ça intéressant, parce qu'on peut se laisser guider par son instinct en disant « c'est intéressant, en tout cas ça m'intéresse ».
Et c'est souvent ces choses-là qui rapportent le plus. C'est-à-dire qui rapportent le plus. Pas forcément tout de suite, pas de l'argent, et pas tout de suite. Et pas tout de suite, mais c'est souvent des choses qui rapportent un contact, une idée, qui sont le point de départ d'une idée. Enfin, pour moi, c'est très très important d'avoir cet esprit, cette ouverture d'esprit, parce que c'est vraiment enrichissant, et même si ça rapporte rien après, le fait de l'avoir fait rapporte déjà. Soyez pas trop transactionnel, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Si demain tu devais tout quitter, tu dis, tu sais quoi, tu ferais quoi? Ah, j'en sais rien. Tu t'es jamais fait une petite bucket list comme en disant, si je ne faisais pas ça, ou avant de partir dans une autre vie, j'aimerais faire ça. Tu t'es jamais posé ça comme question? Non, parce que c'est d'ailleurs, ça me rappelle une conversation que j'ai eue plusieurs fois avec Charles Zdatier, avec qui j'ai créé cette entreprise. Je lui disais, mais toi, tu peux faire autre chose quand tu veux. Moi, je ne sais pas faire autre chose. Il pouvait faire autre chose, t'as raison. Il a fait quoi d'ailleurs après? Il a pris la présidence du MEDEF, Île-de-France, et il a ouvert une chocolaterie brésilienne. Et c'est lui cette fois-ci qui s'y met ou pas à faire? Non, c'est pas lui qui fait le chocolat. Peut-être que tu devrais dire, il faut pas trop qu'il s'y mette. On parlait j'avais beaucoup aimé aussi parce que j'avais vu que Pierre Hermé, même t'es dans le Petit Larousse, c'est ça? C'était ça, donc c'est des distinctions. Tu fais encore attention à ces distinctions, c'est un sujet important. Moi, un sujet qui est très important, c'est de mettre en avant ce qui se fait de mieux en France dans le monde entier. Ça, c'est aussi un thème, ce côté-là. D'être une forme de représentant de la France et des valeurs de la France, je trouve ça plutôt très, très intéressant, très valorisant. Et en tant qu'entrepreneur, après, il y a quelques jours, quelqu'un m'a rappelé, je l'avais oublié, la statue au musée Grévin. Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis en bonne compagnie, d'Alain Ducasse, de Anne-Sophie Pic et de Paul Bocuse et de Cyril Lignac. C'est sympa, le petit groupe là. On se marre bien. Ça fait penser à cette musique, c'était cette musique quand on sera dans l'au-delà, tu sais, avec le petit groupe de personnes qu'on aime beaucoup. La question que j'ai pour toi, c'est cette question de... On parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure, de sacrifice. Tu se sens avoir sacrifié des choses? Non. Rien? Ah non, jamais. Rien. Donc, en gros, j'ai aucune frustration depuis de quelque sorte qu'elle soit. Rien. Ah non. J'adore ça. C'est rare quand même. Ah je sais pas, mais moi j'ai zéro frustration. Parfois, quand tu as zéro, c'est que tu as été très égoïste. Tu considères que tu as été égoïste? C'est possible, oui, c'est possible, oui. Mais pas de frustration. Si on regarde ça de l'extérieur, c'est possible, mais non, j'ai aucune frustration. C'est ta énormément travaillé. J'aime pas le regard dans le rétroviseur, j'aime pas les regrets. Alain Ducasse, ça c'est comme ça. Hein. Oui. Tu regardes que devant. Hein. Voilà. Et tu dis, je vais lire cette phrase qui est dans ton livre, hein, qui est, je rappelle, le livre Toutes les saveurs de la vie, et tu dis cette phrase que j'aime beaucoup. Le sens, c'est le sel de la vie. Pour toi, le sens, c'est la base de tout, en fait. Et tu dis d'ailleurs après, ce qui n'en a pas me met hors de moi. Tu t'énerves, toi, ça t'arrive? Moi, je connais... Oui, je m'énerve, ça peut être intérieurement, et je le traduis parfois de manière brutale, ou parfois j'essaye de le formaliser de manière plus pédagogique. Mais oui, bien sûr, il y a tellement de choses qui m'horripilent. C'est quoi la définition du sens pour toi? C'est quoi le sens quand tu dis le sens de la vie, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi tu es sur Terre, toi? C'est le sens des actions, c'est pas faire des choses pour les faire, c'est de faire des choses qui sont construites et que qu'on part de quelque part pour aller à un autre point. Mais il faudrait que je vous donne un exemple concret, mais je sais pas, par exemple, quelqu'un qui pourrait me dire il faudrait faire des gâteaux en trompe-l'œil. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui font les gâteaux en trompe-l'œil, ils les font bien. Donc pourquoi je ferais des gâteaux en trompe-l'œil? Après, si je trouve une bonne raison de faire des gâteaux en trompe-l'œil, oui, ça m'intéresse. C'est pas le fait de faire un truc en trompe-l'œil que j'ai pas envie de faire. Mais ça, donc parce qu'il y aura pas de sens. Mais toi, le sens de Pierre Hermé, de ton existence, de ce que tu fais, t'arrives à le définir?
C'est que des gens comme moi, et on est nombreux, se régalent, soient heureux pendant ces quelques secondes, ces quelques minutes. C'est donner un peu de bonheur. Du bonheur, des émotions, du plaisir. C'est simple, hein, c'est pas... Non, mais c'est rien de complexe. Il faut des choses simples, hein. Non, ouais, mais il faut des choses simples. Après, on peut en parler de manière plus élaborée, mais c'est simple. On peut parler d'architecture du goût, de choses comme ça, mais in fine, finalement, c'est bon ou c'est pas bon. Ouais. Moi, plus qu'à d'élaborer, ce qui m'intéressait, c'est de dire le pourquoi. Pourquoi Pierre Hermé? Moi, je crois beaucoup à ces choses. Pourquoi Pierre Hermé? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce qu'à un moment, tu dis juste, j'ai créé une 83e boutique, une 4e boutique. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Le bonheur, le bon. Pour pouvoir proposer une expérience de goût unique. Au plus grand nombre. Un certain nombre, parce que le plus grand nombre, c'est indéfinissable, mais... Après ce moment passé ensemble, qui je devrais, selon toi, inviter, maintenant qu'on a déjà eu Alain Ducasse, Hélène Darroze, dont on aurait pu parler aussi, qui t'aime beaucoup, ici, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils prennent ta place? Est-ce que tu as un nom ou deux que tu me dis, tiens, tu devrais les avoir? Jean-François Piège. Alors on reste dans ton monde de la gastronomie. Je sais pas, alors, si je sors du métier de la gastronomie, parce que je... Tu fais d'autres choses parfois Et vous n'avez pas essayé, t'as pas essayé d'inviter le Dalai Lama? Oh oui, qu'est-ce que j'aimerais. T'as un contact peut-être? Non. Mais... Dalai Lama, on note. C'est un personnage qui est fascinant. Pas sûr de l'avoir facilement. Non, mais après, il y a plein d'autres gens dans différentes disciplines. Ça peut être un artiste, ça peut être un architecte. Je pense que Bernard Venet serait un artiste intéressant. Un bon candidat. Ouais. Et pour terminer, toi, où t'aimes faire une pause? Quand justement t'as envie de prendre un peu de recul, tu l'as fait où ta pause, toi? Il y a un endroit dans le monde où tu dis, je suis bien là? Chez moi, déjà je suis bien. Chez toi à Paris? À Paris. Et puis sinon, j'aime beaucoup la Corse et Bonifacio. Et puis j'aime beaucoup l'Italie aussi. Donc, ouais, tu vas commencer à me lister tous les villes que tu aimes connais beaucoup. Bah, c'est des beaux endroits. La Corse, merveilleuse île. Pierre, merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses. Merci à toi. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.